Ce qui va se passer, on va faire une conférence sur BD, la BD, le manga et les comics, les frontières abolies. Du coup, je suis en présence de Ahmed Agne, qui est l'éditeur de Kiyun, le fondateur et éditeur de Kiyun. Nous sommes en présence aussi de Sobral, qui est l'auteur de Légendaire. Et nous sommes aussi en présence de Vanra, qui est l'auteur de Stray Dog et d'Ayakashi et de multiples titres aussi. Alors, la conférence elle va se passer. Je vais poser des questions et tout, mais si vous avez des questions, si à un moment donné vous voulez intervenir dans le débat et dans la conférence, n'hésitez pas à lever la main. J'aime bien que ce soit un débat ouvert à tout le monde. Du coup, nous ne sommes pas que 4 personnes qui parlent, nous sommes une ensemble qui parlent ensemble. Mais on va un peu commencer déjà sur une première question. Si j'arrive à ouvrir mon petit calepin. Hop. Alors, dans la BD, le comics et le manga, est-ce qu'on peut dire qu'on a une touche française? Une touche française? C'est pas nous qui l'avons dit, mais apparemment oui, hein, parce que ça fait l'objet de pas mal d'articles. Alors je pourrais pas trop parler pour le comics, mais pour le manga, c'est vrai qu'on a parlé à un moment donné d'une vague d'auteurs influencés manga dont je fais partie. Hein. Du coup, je sais un petit peu de quoi je parle, mais c'est vrai que voilà, vient depuis une dizaine d'années à peu près maintenant une vague d'auteurs de bandes dessinées qui n'ont été influencés ni par le comics, ni par la bande dessinée franco-belge, mais tout simplement par le manga et souvent même par en fait, l'animation japonaise. Je suis moi-même de ce qu'on pourrait appeler la génération Club Dorothée, Albator. Donc moi j'ai été élevé aux dessins animés japonais de mon enfance et de mon adolescence. Donc des séries animées, alors, tout d'abord Goldorak, mais j'étais un peu petit. Mais par la suite, Dragon Ball ou les Chevaliers du Zodiaque, par exemple, sont à l'origine de 90% de mon art, hein, de mon dessin, tout ça. Et alors quand j'ai débuté avec les légendaires il y a 12-13 ans maintenant, ça faisait un peu plus office de BD OVNI. Mais petit à petit, d'autres auteurs sont venus, comme Patricia Lifung pour La Rose écarlate, Renaud Lemaire pour Dreamland. Voilà, toute une vague d'auteurs est arrivée qui ont été biberonnés au manga et qui, du coup, forcément, ça se ressent à travers leur bande dessinée. Vanra, tu as aussi un truc à dire dessus. Moi, j'ai pas de micro, moi. Ben oui, mais du coup, on va se partager les micros. Alors, moi, je pense, honnêtement, qu'il n'y a pas forcément de touche française, autre que le fait que les auteurs qui font maintenant les titres sont français. La preuve, moi, quand je présente des titres, avant que les gens sachent que je suis d'origine française, tout le monde était persuadé que j'étais japonaise, voire américaine, donc ça n'a aucun rapport. Donc ça, c'est un avis très personnel. Après, pour ma part, je n'ai pas forcément été influencée par le manga dès le départ, puisque je suis une auteure qui a démarré dans le comics américain. Moi, j'ai bossé vraiment beaucoup sur les Batman et les Green Lantern, et j'ai découvert le manga vraiment sur le tard, parce que c'était un format de BD qui finalement me correspondait beaucoup mieux. Et après, bon, mon style est ce qu'il est, parce que effectivement, j'ai été influencée par plusieurs auteurs, dont certains auteurs japonais. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai pas essayé. Enfin, voilà, moi, j'aimais les dessins animés, mais pas plus que ça. C'est vrai que je prends un peu le contre-pied de ce que tu as dit, puisque ce n'est pas du tout mon cas. Donc je pense que, comme tous les titres que l'on peut présenter, la touche française se présentera sur les thèmes abordés, sur la manière de faire également, sur aussi le fond et les sujets que l'on pourrait traiter dans nos livres, et avec cette manière que l'on a de toujours vouloir faire du mieux que l'on peut, parce que justement on travaille sur un format qui est présenté au départ comme étant exclusivement japonais, donc assez sacralisé de ce côté-là. Donc je pense que la qualité, finalement, on l'a de ce côté-là, parce que justement on veut être à la hauteur de ce qu'on espère trouver dans nos livres et faire aussi bien, voire même mieux que nos compatriotes japonais. Donc ça, c'est mon point de vue. D'accord. Et du coup, toi, en tant qu'éditeur, En tant qu'éditeur de manga, je ne vais pas vous fâcher. Du coup, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une génération très importante d'artistes français
qui ont été touchés, influencés de manière très profonde par le manga. Je pense que de tous les pays dans le monde qui ont succombé un peu à cette déferlante manga, la France c'est le pays qui a été le plus touché. Parce qu'on est un terreau très fertile depuis la fin des années 70. On a eu énormément de dessins animés japonais qui ont été diffusés à la télévision. Et tout naturellement, comme moi, comme les gens qui sont assis à côté de moi, on a grandi, notre imaginaire d'adolescent et de jeune enfant a été complètement modelé par le design japonais et par la manière de raconter des histoires des Japonais. Et évidemment, ça se retrouve dans le travail des dessinateurs de bande dessinée, dans le travail de jeunes auteurs qui rêvent de devenir mangaka aujourd'hui. Et nous, à notre niveau, ça fait 14 ans maintenant que Kiyun existe. On a toujours reçu des projets d'auteurs français. Le constat que je peux faire, en tout cas, c'est qu'on en reçoit de plus en plus et qui sont de plus en plus qualitatifs. Mais du coup, en fait, ce que tu disais, Vendra, et ce que tu disais, Sobral, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de code. C'est-à-dire qu'en fait, tout se mélange, le comics, la BD, en fait, chaque auteur en fait, s'imprègne de quelque chose. Et chacun a sa patte finalement. Donc après, en fonction des influences que chacun possède, parce que forcément, on est toujours influencé par des choses que l'on aime bien. Voilà, Patrick, ça a été par les dessins animés et par le Club Dorothée, par toutes ces générations-là. Moi, ça a été par Batman et Green Lantern, donc c'est complètement différent. Ceci dit, on se retrouvera toujours sur, on va dire, cette espèce de format qui nous est commun et cette manière de raconter, parce que chaque type de BD a, on va dire, ses règles qui permettent de déterminer on bosse dans tel style de BD ou dans tel autre. Voilà, moi ce que j'ai comme règles à suivre entre guillemets dans le manga ne sont pas du tout les mêmes que ce que j'avais à suivre dans le comics et qui ne sont pas du tout les mêmes de ce que Patrick a à suivre dans la BD franco-belge, je pense. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de règles à suivre lorsque je fais ma série, donc Les Légendaires, qui est donc très fortement influencé manga. C'est pas quelque chose que je m'impose de reproduire les codes manga. En fait, ils me viennent naturellement parce que ça s'est inscrit vraiment dans mon ADN durant mon enfance. Donc, je me pose pas la question si ça fait trop manga ou pas assez manga. Si je dois reproduire vraiment tous les clichés, codes du manga, je me fixe pas un panel ou un certain nombre de règles. C'est vraiment au feeling que ça vient. Mais c'est vrai que mon feeling m'amène à reproduire les codes qui viennent du manga plus que du comics ou de la BD franco-belge. Mais encore une fois, c'est sans calcul. C'est vraiment du pur instinct à ce niveau-là que je fonctionne, quoi. Alors en fait, moi, quand je te disais des règles, c'est juste pour tout ce qui est mise en page, pagination, tomaison, etc. On n'a pas le même support, on va dire, sur un manga où on part sur une pagination qui est quand même assez importante, où on a la place de mettre en scène des personnages, de les traiter, de les rendre humains, plutôt que, voilà, moi je pars sur un exemple sur du comics où on a une pagination qui est très déterminée au niveau du nombre de pages, on a, on va dire, un format qui est parfaitement défini, on a des cases qui sont réglementairement rectangulaires, etc. On n'a pas tous cette mise en page qui nous permet dans le manga qui est beaucoup plus libre, avec des éclatés, avec des cases qui suivent finalement la narration. Si c'est dynamique, les cases seront finalement diagonales, etc. On aura des éclatés, des personnages qui sortiront des cases que, par exemple, dans le comics, on est limité pour un tome, enfin pour une issue de 33 pages, on peut faire un éclaté, voire deux. Et encore, c'est en négociant beaucoup, beaucoup. Donc c'est ça en fait les règles que je te disais. Donc chaque forme de BD a ces petits critères-là. Après, libre à toi de mettre, on va dire, des références ou quoi que ce soit. Et je pense que si tu as envie, tu fais ce que tu veux dans le contenu. Mais dans la forme du contenu, c'est ça en fait que je parlais. Oui. Voilà, moi je vois du coup plus ça comme des contraintes. Hein. C'est-à-dire en fait, en effet, on peut être influencé par un style, mais on doit s'adapter en effet au format, à la pagination du pays dans lequel on est, et qui est imposé souvent par l'éditeur en termes de nombre de pages et tout ça. Et c'est vrai que malgré mon influence manga, c'est vrai, comme tu dis, je ne peux pas m'étaler sur 20 pages de description de personnages ou une scène d'action de 30 pages, parce que voilà, en 2 scènes, j'ai rempli mon album. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui malgré nos influences à nous, on est bridé. Des fois, je me sens bridé. Je ne sais pas si c'est ton cas, toi également, par ces, mais plus que des règles, je vois ça comme des contraintes parce que c'est pas des choses qu'on a choisies. Ouais. Du coup, en fait, j'allais venir rapidement, mais sur ce sujet-là, mais la question du format. Pourquoi choisir ce format-là? Parce que je parle, du coup, là, la question se pose aussi pour les trois, mais pourquoi faire quelque chose qui ressemble à du comics dans un format manga ou vice-versa? Et de ton côté,
Euh, Pourquoi faire une BD avec du code du manga et pourquoi pas un manga? Enfin voilà, la question peut se poser. Ben justement, en fait, moi, entre guillemets, je me suis rapatriée sur le manga, qui était quelque chose que je ne connaissais pas au départ, enfin, que j'ai connu sur le tard, et auquel j'ai adhéré tout de suite, parce que, en étant une ancienne de DC Comics, c'est vrai que j'avais l'habitude de faire sur le format comics. D'ailleurs, mes premières publications étaient en format comics, avec des cases bien rectangulaires, etc., parce qu'on m'avait appris à faire comme ça. Après, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas pu suivre. Pourquoi? Parce que mes séries, moi, je les voyais comme quelque chose de très dynamique, au contraire, alors que le comics est très contemplatif. À tout moment dans un Batman, vous pouvez mettre un marque-page et dire bon voilà c'est bon, j'ai plus le temps, je vais lire la suite après. Dans un manga, c'est où c'est qu'il est le prochain chapitre, histoire que je puisse couper là parce que j'ai envie de terminer la scène. Donc cette liberté d'expression que l'on a dans le manga, cette place que l'on a dans le manga finalement, malgré son petit format, est quelque chose qui pour moi m'a donné beaucoup de liberté dans ma narration et dans mon mode d'expression. Et c'est pour ça que maintenant je ne peux plus revenir, on va dire, aux comics que je faisais avant. Pour moi, c'est très dur, je n'y arrive pas, c'est bourré de contraintes, ce que je n'ai plus maintenant. Donc après, au-delà du style particulier que Patrick a sur ses formats, c'est vrai que au départ, j'avais fait un petit truc en franco-belge. Pour moi, c'était une épreuve. Et là, dernièrement, j'ai été amenée à faire un projet en franco-belge sur quelques pages. Ça a été une très, très dure épreuve. Les 12 pages que j'ai dû sortir, j'ai mis à peu près 1 mois et demi à sortir, alors que d'habitude, 12 pages, je les fais en une semaine en manga. Pour ce qui est du choix du format, je pense qu'il y a un truc qui est très important de préciser, c'est que ce n'est pas tout le temps un choix en fait. Il y a des éditeurs qui publient des auteurs. Et pour un éditeur de bande dessinée en France, ça coûte infiniment plus cher de produire un manga que de produire une bande dessinée couleur 46 pages dans son format traditionnel. Donc, on parlait tout à l'heure de toute une génération d'auteurs qui ont grandi avec les codes du manga et qui, quelque part, rêveraient idéalement de pouvoir faire un manga. Leurs projets ne sont pas acceptés par les éditeurs historiques parce que risque financier trop important. Et je connais pas mal d'auteurs dans ce cas-là qui se résolvent à faire de la bande dessinée franco-belge alors que dans l'idéal, ils auraient aimé publier un projet manga. Donc ce n'est pas toujours une question de choix de format, il y a aussi la réalité économique qui dirige les choix. Je confirme, parce qu'en fait, c'est là qu'on voit que nos parcours ont été différents, c'est que toi, tu as pu choisir finalement ce format, si j'ai bien compris, tu l'as choisi, ce format de manga qui te permettait plus de liberté à la fin. Et moi, comme tu dis, voilà, ça m'a été imposé par la maison d'édition. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé avec mes premiers projets influencés manga, moi, je les imaginais en format manga, noir et blanc, de 100 pages, ce genre de choses. Et en fin de compte, je n'ai trouvé de la place dans le monde de l'édition qu'à travers un format BD jeunesse traditionnel. C'est pour ça sans doute que moi je parlais de contraintes et toi plus de règles, parce que moi du coup j'ai dû m'adapter et adapter mon style de narration à du format 46 pages. Tu n'es pas seul, former un club. Et voilà. Et comme tu dis, voilà, c'était beaucoup plus risqué de la part d'un éditeur de sortir un auteur français en format manga que de le sortir en format franco-belge couleur. De leur propre aveu, les éditeurs me disaient que s'ils veulent vraiment du manga noir et blanc de 100 pages, ils vont acheter les droits d'un manga au Japon qui va leur coûter beaucoup moins cher que de payer un jeune auteur français qui n'est pas du tout connu, et il y aura beaucoup plus de potentiel de vente qu'avec un jeune auteur français. Les choses ont un petit peu changé maintenant. Il y a des mangas français maintenant qui marchent, comme Radiant, comme Dreamland, ce genre de choses. Donc les choses changent. Mais il y a une dizaine d'années, percer dans le monde de la bande dessinée en tant qu'auteur français, mais dans un format manga noir et blanc de 100 pages, waouh, c'était vraiment une galère. Alors, le manga est un peu victime de son format en France, dans le sens où, même si ça commence à changer un petit peu, ça reste quand même difficile pour un éditeur de bande dessinée classique d'investir sur un projet manga. Parce que 200 pages, le succès du manga, c'est son format feuilletonnant. C'est pas cher, c'est 7 euros, c'est 8 euros, c'est 200 pages de lecture, c'est un rendez-vous très régulier avec les lecteurs. Les lecteurs de manga en France sont habitués à un rythme de parution d'un tome tous les 2 ou 3 mois. Et pour assumer ces rythmes de production-là, les Japonais travaillent en studio. C'est-à-dire que vous avez un auteur principal et vous avez plusieurs assistants autour de lui qui l'aident à produire son œuvre. C'est de l'argent à sortir, c'est un investissement encore plus important qui se justifie au Japon parce qu'on vend 200, 300, 400 000 exemplaires par tome, même d'une série qui n'est pas immensément populaire, alors qu'en France, si on vend 20 000 ou 25 000 exemplaires d'un manga produit par un auteur français, c'est Noël. Voilà. Donc, Vanra, tu... Après, alors, voilà, comme tu me disais, oui, tu as eu la liberté de le faire. En fait, pas tout à fait. C'est-à-dire que ça m'a pris beaucoup de temps.
mais c'est uniquement par persévérance, parce que c'est vrai qu'au départ, quand j'ai présenté mon projet donc manga, à savoir Stray Dogs, j'ai commencé à le présenter en 2007, vraiment, j'ai envoyé à tout le monde, à toutes les maisons éditoriales, et c'est vrai que tout le monde me l'a refusé au départ pour diverses raisons, dont le fait que ça coûte effectivement de l'argent et tout, et le fait qu'il n'y ait pas de ligne éditoriale qui pouvait accepter, on va dire, un manga d'origine française dessus. Donc c'est vrai que tout le monde m'a dit, enfin vraiment tout le monde m'a dit, écoute, c'est sympa, l'histoire est sympa, mais si tu pouvais la faire en franco-belge, ça serait ok. Sauf que pour le coup, moi, je voulais pas faire la franco-belge. Je sortais du comics où c'était très statique. Je voulais pas rempiler sur un truc, ouais, couleur pareil, statique pareil. Sauf que le format est plus grand. Ça m'intéressait pas. Donc c'est vrai que pour le coup, j'ai pris en fait ma série, je l'ai fait éditer à l'étranger, parce que donc, entre parenthèses, aux États-Unis, parce que à la base, on est un pays qui est très formalisé aussi de ce côté-là. Là-bas, finalement, ils ont l'habitude de produire des livres. Donc, il y a le comics d'un côté et le reste de l'édition de l'autre côté. Donc, le fait, ils sont habitués à produire beaucoup de livres. Et puis, les coûts de production ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, j'ai commencé à publier mes séries en tout premier lieu là-bas. Et après, c'est parce que là-bas, ça a marché que les droits ont été rachetés ici. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai pas forcément lâché parce que, encore une fois, ça faisait des années que je bossais dans un format qui ne me plaisait plus. Et je me voyais pas y retourner. Donc c'est vrai que c'était plutôt par persévérance. Et c'est après, quand la série a bien marché là-bas, que les éditeurs ici, en plus on arrivait dans une période où le monde de l'édition commençait à changer, où le regard de l'édition commençait à changer, avec un public qui était beaucoup plus avenant, on va dire, et pro à ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand on présentait des livres, même en auto-édition en tant qu'auteur, les gens font « Ah ouais, mais c'est français, mais c'est nul alors ». C'est-à-dire qu'ils s'attendaient à ce qu'on ait une qualité médiocre au rendez-vous parce que faire du manga qui était censé être que japonais avec un auteur français, c'était absolument pas possible et incohérent. Voilà. Donc c'est vrai que le regard du public a changé et du coup, je suis revenue dans une, on va dire, au bon moment. Mais c'est vrai que, voilà. Je reviens sur le regard du public qui a changé aux années 2000 à peu près, ça a rechangé, ça a redevenu, le manga est redevenu en poupe. Est-ce que vous pensez, parce que c'est la génération Club Dorothée qui est arrivée, qu'il y a eu un rayonnement manga qui s'est manifesté un peu partout dans le monde, que les gens ont changé d'opinion sur le manga? Alors, oui, effectivement, il y a cette génération Club Dorothée, entre guillemets, qui a lancé le phénomène manga en France. Il y a autre chose aussi, je pense que le manga, dans sa structure et dans son mode de narration, c'est le type de bande dessinée. Je ne dis pas ça pour fâcher les gens, hein. J'aime beaucoup la bande dessinée franco-belge et j'aime beaucoup les comics. Je trouve que c'est le type de bande dessinée qui est le plus raccord avec les habitudes de consommation actuelles. C'est-à-dire que le manga, c'est un peu à l'image de la série télé américaine. On a son chapitre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. On a un rendez-vous régulier avec les personnages qu'on aime bien. C'est extrêmement dynamique. C'est des galeries de personnages qui sont très diversifiées. Il y a toujours un personnage ou deux auquel on peut s'identifier. C'est extrêmement moderne. Et ce n'est pas un hasard si le manga de ces 3 types de bandes dessinées est la seule bande dessinée qui cartonne partout dans le monde. C'est-à-dire que la bande dessinée franco-belge cartonne en France, un petit peu en Europe, pas du tout aux États-Unis, pas du tout en Asie. Le comics cartonne aux États-Unis, pas du tout en Asie et paradoxalement pas beaucoup en France non plus, malgré le succès des films de super-héros. Ça reste quand même une lecture de niche. Le manga cartonne en Europe, cartonne aux États-Unis, cartonne en Asie. C'est aussi parce que vraiment dans le type de narration, c'est très raccord avec nos habitudes de consommation actuelles. Puis c'est pratique. Enfin, moi, c'est aussi ça que j'ai vu quand je suis tombée, on va dire, sur le manga chez mon ami pour ça. C'était ce côté pratique, finalement, cette BD. C'est encore une fois, bon, ça tient pas dans la poche, mais c'est tout petit, on peut l'emmener partout, ça se glisse dans les sacs partout. Limite, comme c'est pas très cher, du coup, même si on a un tome qui est un peu abîmé, on peut s'en racheter un. Une franco-belge, voilà, j'ai acheté comment ça s'appelle, un titre là sur Salon, 16,50 €, 40 pages. Moi, un manga, c'est 7-8 €, donc du coup, c'est beaucoup plus. Pour toutes les bourses, on peut s'acheter plus facilement. Quand on est jeune, c'est un produit qui n'est pas un produit de luxe. Je ne dis pas que la franco-belge c'est un produit de luxe, mais c'est un produit auquel on réfléchit. On ne peut pas avoir le loisir de se dire « Ah, celui-là, j'aime beaucoup les dessins, j'aimerais bien l'essayer ». Là, dernièrement, même à mon stade, j'étais à la FNAC, il n'y a pas, sans citer de marque, j'étais dans une librairie très connue, d'une enseigne connue, il n'y a pas longtemps. Je tombe sur deux franco-belges. Il y en a une, je vais prendre. La deuxième, je me suis dit « Ah, celle-là, je vais prendre le mois prochain » parce que la première, c'était 16,50 €, la deuxième, 18,50 €. Ça me fait cher pour 18 €. J'ai 3 mangas. Donc c'est quelque chose, c'est un format qui est très pratique, c'est un format qui, encore une fois, comme a dit Ahmed, qui s'adapte finalement à tout public, que ce soit des publics jeunes, beaucoup moins jeunes,
Et c'est vrai que c'est un format qui parle finalement à tout le monde. Je pense que n'importe qui soit de la génération Club Do ou la génération d'après, a chez lui un manga, quel qu'il soit. Et sans parler du contenu, parce qu'en termes de créativité graphique, scénaristique, découpage, le manga, c'est juste éblouissant à ce niveau-là. Évidemment, c'est comme tout, hein, il va y avoir du bon et du pas bon, mais je veux dire, c'est incroyable. On regarde l'image là qui est tellement projetée. Bon, c'est de toi, mais donc les influences manga, justement. Et les influences manga, elles nous ont, au niveau graphique, au niveau mise en page, on a l'impression qu'on peut absolument tout faire. C'est très cinématographique, on peut faire tout comme plan, tout ça. Souvent, la BD franco-belge, moi, me donnait l'impression d'être une bande dessinée statique, c'est-à-dire qu'on pose une caméra, elle ne bouge pas, et elle ne filme que ce qui se passe devant. Le découpage c'est contemplatif, manga, voilà. très contemplatif. Le manga, on recherche toujours le maximum d'effets, même lorsque les planches sont muettes, qui se passe, je dirais pas grand-chose à l'image. On recherche toujours à déclencher une émotion à travers un plan rapproché sur des visages, des choses comme ça, des plans éloignés, des coupes que personne n'ose faire dans le comics ou dans la BD franco-belge, ou du moins très peu. Et ça, les gens, ils recherchent un peu aussi la nouveauté. On est dans un pays où le lecteur n'a jamais eu autant de choix dans sa lecture de bande dessinée que maintenant. C'est juste voilà, la caverne d'Ali Baba pour les lecteurs. Un peu moins pour les auteurs, parce que du coup, on a beaucoup de concurrence. Et justement, j'allais arriver sur la concurrence, mais c'est plus en matière de collaboration, parce qu'en fait, du coup, le manga, le comics et la BD, en fait, c'est plein de pays. Du coup, ça doit ouvrir. Est-ce que ça fait des concurrents ou ça fait plus des collaborateurs? J'ai pas bien compris, excusez-moi. Je disais que le manga, en fait, le BD et la comics, c'est ouvert à plein de pays. Oui. Du coup, tu parlais de concurrents, il pouvait y avoir plein de concurrents. Concurrence, en fait, je le pense, désolé, on est trop Oui, d'auteurs. Voilà, d'accord, on est ça. trop d'auteurs. Après, ne m'appartient pas de dire lesquels devraient rester, lesquels devraient partir. Mais c'est certain qu'il y a, voilà, le problème, c'est que on est de plus en plus de créatifs, justement, parce qu'on a de plus en plus d'influence de par le monde, Internet y aide également. On est dans de la BD, dans une globalisation de la bande dessinée, quoi, qui fait que plein d'auteurs émergent dans tous les sens, qui se sont formés de différentes manières et qui arrivent avec plein de projets magnifiques. Et ça sature. On est trop. Et du coup, c'est très dur pour les auteurs, en général, de vivre de leur métier. Mais voilà, c'est le revers de la médaille du choix de lecture qu'on peut proposer aux lecteurs. Mais justement, ça ne peut pas créer aussi une sorte d'osmose et des collaborations entre artistes? Ça doit en créer. Comme ça crée également l'inverse. Hein, c'est-à-dire, je pense que ça peut créer de la jalousie, ça peut créer des conflits. Je peux parler que pour mon exemple à moi, mais je sais que des fois, des auteurs viennent me voir et me disent qu'ils ont proposé une série d'Heroic Fantasy, par exemple, aux éditions Delcourt, et on leur a refusé parce qu'il y a déjà la mienne dans leur collection. Donc voilà, il n'y a pas la place pour tout et tout le monde, malheureusement, et c'est pas forcément les plus doués qui arrivent à éditer. C'est un peu comme tout, c'est un peu paradoxal, mais ça vient de la profusion de talents, de choix qu'on a maintenant depuis pas mal d'années. Il y a forcément un revers à la médaille à tout ça. Voilà. Une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un élément qui a changé énormément de choses en termes de frontières abolies, justement. C'est l'avènement d'Internet. Parce que... Ah non, pitié, pas ma photo, là. C'est l'avènement d'Internet, parce qu'Internet a énormément facilité les choses en termes de communication. Énormément d'éditeurs américains ont commencé à contacter des auteurs directement, ce qui était beaucoup plus compliqué avant. Il y a énormément d'auteurs français qui proposent des projets à des éditeurs américains ou japonais par le biais d'Internet. C'est un facilitateur exceptionnel. Et comme les éditeurs dans chacun de ces pays ont des velléités de se développer à l'extérieur, ça crée aussi pas mal d'opportunités pour les auteurs français, par exemple. Moi, je pense aux éditeurs japonais. Le Japon, c'est un pays qui souffre d'un vieillissement de la population assez sévère. Ils vendent de moins en moins de magazines de prépublication. Il y a une concurrence de plus en plus accrue entre le manga, le téléphone portable, les jeux vidéo, etc. Et donc, les éditeurs de manga, pour trouver des relais de croissance,
se tournent de plus en plus vers l'étranger parce qu'ils sont intelligents et ils sont persuadés que c'est dans ces pays-là qui ont été nourris, qui ont été abreuvés d'animation japonaise et de manga pendant des dizaines et des dizaines d'années, que vont se trouver les futurs auteurs qui vont raconter de nouvelles histoires, qui vont pouvoir donner un petit coup de fouet en termes de créativité. Et donc depuis plusieurs années maintenant, on a des grands éditeurs comme Shueisha ou Kodansha qui organisent des concours de manga international. Donc ce qui n'existait pas avant, vraiment concours de manga international dans le but de recruter des auteurs américains, indonésiens, français ou n'importe quoi, et de leur donner des opportunités d'être formés à la japonaise et de publier au Japon. Évidemment, c'est un processus qui prend énormément de temps, mais vraiment les éditeurs japonais sont de plus en plus tournés vers l'étranger. Et ben justement, Van Rat a participé à ça. Oui. Alors, juste aussi, pour rappeler aussi que tu as, comme disait Ahmed, tu as aussi, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as publié aux États-Unis avant, ça a marché. Ouais. Du coup, voilà, le marché américain était plus propice. Et tu as aussi participé, du coup, au grand. Oui, bah, il y a, en fait, au départ, il y a quelques années, il y a la branche, on va dire, internet du magazine Shonen Jump qui a lancé sa firme et du coup, qui a lancé du coup ce genre de concours à l'échelle internationale. Et c'est vrai que j'ai présenté donc l'un de mes projets, donc le début de la série Neverend dessus. Qui est la prochaine série que je vais défendre. Et j'ai eu la chance sur plus de 1500 dossiers d'être classé 6e. Et avec donc les 2 premiers qui finalement ont été disqualifiés parce que il s'est passé des petites choses, donc il est arrivé comment il s'appelle, donc dans les 5 premiers. Et du coup, ils m'ont proposé un contrat là-bas. Donc le contrat, je l'ai, il est en attente. Le souci étant, c'est que ça reste sur le même problème, entre guillemets, parce que c'est une grande chance, mais ça reste le même problème que j'avais en fait pour la publication américaine, à savoir que franchement, c'est génial ce genre de chance. Ceci dit, moi, je suis une auteure autodidacte. Je n'ai jamais appris, on va dire, dans des écoles de dessin. J'ai appris sur le tas. Et pour moi, le fait de pouvoir partager mes séries avec finalement mon lectorat, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Les 3/4 du temps, c'est pour ça que je mettais, par exemple, au départ, Stray Dog en prépublication sur Internet, sur le site de l'éditeur, pour justement avoir l'avis des gens, les reviews des gens, et que ces personnes-là me disent est-ce que c'est bon ou pas. Jusqu'à la base, je partais finalement de refus catégoriques de tout le monde en me disant certaines fois même pas pourquoi c'était refusé le projet. Donc du coup, je me suis dit, voilà, est-ce que le scénario est pas bon? Est-ce que ce sont les personnages qui sont pas porteurs? Est-ce que c'est la manière de faire qui n'est pas bonne? Est-ce que mon dessin est nul? Voilà, je savais pas. Donc du coup, je comptais vraiment sur l'avis des lecteurs, parce que les lecteurs en ligne, ils sont cash, et surtout les Américains, ils ont l'habitude de ce genre de médias. Le Facebook, ils connaissent ça depuis hyper plus longtemps que nous. Donc c'est des médias qu'ils utilisent depuis très longtemps. Je comptais sur eux pour vraiment me dire ce qui n'allait pas dans ma BD. Bon, au final, au bout d'un mois, ma BD s'est retrouvée première du classement avec plus d'1 million de vues par semaine. Ceci dit, c'est vrai que je me sers toujours, entre guillemets, de l'avis des lecteurs pour ça. Et le fait de pouvoir les rencontrer, les remercier lors des sessions de dédicace ou ce serait-ce qu'en librairie, pour moi, c'est quelque chose d'important. Là, quand les gens viennent me voir en dédicace, à chaque fois, à chacun, je leur demande alors, le nouveau tome, ça vous plaît, etc. Chose que, voilà, quand on éditait en dehors de son propre pays, c'est quelque chose qui est très difficile parce que, d'accord, Internet marche, mais Internet, ça reste Internet. Mais du coup, c'est quoi la contrainte, en fait, d'être... la contrainte d'être directement au Japon, pour toi? Pour moi, c'est ça, ça reste ça. Ça veut dire que pour le coup, la série sera coupée finalement. Moi, je serai coupée finalement des lecteurs, puisque là-bas, il n'y aura pas de prépublication finalement. Il y en aura, mais une fois que ça sera de la publication, mais pas de la présentation au lecteur au final. Ça sera édité directement sous format donc, de bouquins reliés. Et je n'aurai pas forcément le loisir, parce que les Japonais, contrairement aux Européens et aux Américains, surtout aux Américains, ils donnent pas forcément leur avis par internet, ou ne serait-ce que voilà. Donc ils le donnent dans des sessions dédicaces, mais moi, comme je ne peux pas aller là-bas toutes les semaines, ça sera dur d'avoir leur avis. Donc au final, je me retrouverai. Alors oui, ça pourrait peut-être être l'occasion pour moi de couper le cordon et de me faire enfin confiance. Que si dans mes personnages, j'ai totalement confiance dans mes personnages, je n'ai pas confiance encore dans ma manière de travailler. J'en suis toujours au stade de la petite autodidacte. Peut-être ça sera l'occasion de couper le cordon, mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas forcément mon objectif premier. Ça sera un grand honneur, bien sûr, parce qu'être édité dans on va dire, le pays originaire du manga, alors que moi je viens du comics, c'est un tour de force. Ceci dit, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré donc mettre ça en attente. Ils le comprennent très bien. Pour leur dire, voilà, je vais déjà voir si dans mon pays, je peux être édité par rapport à ça, en sachant que de toute façon, ils m'ont dit de manière, on vous attend. Si c'est non chez vous, ça sera oui chez nous. D'accord.
Et du coup, Sobral, toi, tu voulais tester aussi ça ou Alors, je peux malheureusement pas me permettre d'être trop à l'écoute de mes lecteurs concernant leur avis sur mes séries parce que c'est tellement varié. Puis j'ai une tranche d'âge maintenant qui s'est bien élargie depuis l'apparition de la série. Donc, ce que les gamins de 10 ans vont aimer dans ma série, c'est pas du tout ce que vont aimer ceux qui ont 15 ou 16 ans, ce genre de choses. Et je les écoute, hein. Mais ils sont tous il faudrait qu'il arrive ceci, ce serait mieux s'il arrivait cela. Et en fin de compte, c'est juste impossible de travailler en fonction de ça. Déjà, parce que eux réagissent à l'album qui vient de paraître, et moi, dans ma tête, j'ai déjà 2 tomes d'avance. Donc, c'est impossible de réagir en temps réel, je dirais, à leur critique, parce que moi, ça fait déjà 2 ans que c'est passé, l'album que eux découvrent. Et surtout, en fin de compte, j'applique une méthode lorsque je fais mes bandes dessinées, qui est celle que m'avait préconisé un auteur de chez Delcourt, Thierry Copé, hein, l'auteur des blagues de Toto, pour ne citer que lui, qui avait déjà un peu de bouteille, on va dire, dans le milieu quand moi je suis arrivé. Et il m'a donné ce simple conseil, c'est ne tiens pas compte de l'avis de tes lecteurs. Et il m'a dit, fais la BD que tu as envie de faire, fais la BD que tu as envie que tu aurais envie de lire, et après croise les doigts pour que ça marche. Mais il m'a dit, si tu commences à faire tes bandes dessinées en fonction des demandes et des attentes de tes lecteurs, en fin de compte, il m'a dit, tu vas finir par te dégoûter de ce que tu fais, parce que ça ne te ressemblera plus à toi. Ouais. Donc, c'est peut-être une démarche un peu égocentrique, un peu égoïste, mais moi, je fonctionne comme ça, et jusqu'à présent, je ne me suis pas trop planté, quoi. Pour rester sur les légendaires, il y a un truc qui est marrant, c'est que même si dans le format c'est une bande dessinée franco-belge, moi je pense que la raison principale du succès de cette bande dessinée, c'est que mon analyse personnelle, hein, c'est que c'est un shonen en bande dessinée en fait. Et le shonen, donc bande dessinée, manga d'aventure pour jeunes avec évolution des personnages, etc. Et c'est marrant parce que ce type de récit-là, en bande dessinée franco-belge pour les enfants, n'existe pas du tout, à l'exception du tien et peut-être un peu la Rose écarlate pour le pendant féminin, n'existe pas du tout. Moi, je pense que c'est pas un hasard si c'est un aussi gros carton auprès des adolescents. C'est parce que dans l'esprit, c'est un shonen, je trouve. Ah oui, complètement. Moi, je le vois comme un shonen. Après, je le présente pas comme ça, parce que la plupart des gens, ça va pas parler, le mot shonen, déjà, s'ils sont pas déjà férus de manga. Mais c'est certain que moi, en dehors du format qui m'a été encore une fois imposé par la maison d'édition, c'est un format jeunesse, tant de pages, tel format. Tout le reste, pour moi, je sais de narrer mes histoires comme encore une fois, les séries animées que je voyais dans ma jeunesse, donc avec des histoires à suivre, qui ont des répercussions, des personnages qui évoluent, tout ça. Alors c'est vrai que quand je suis arrivé avec les légendaires, je suis arrivé un peu en ovni dans ce milieu-là, parce qu'il n'y avait pas, justement, il y avait un créneau à prendre dans la BD d'aventure ado, pré-ado, où il n'y avait pas vraiment de concurrence. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que j'avais calculé. Je suis vraiment arrivé avec ça, avec ma grande naïveté d'il y a 13 ans, en me demandant, tiens, peut-être que ça plaira. Mais avant tout, j'avais fait la BD que j'aurais aimé lire si j'avais 10 ans, quoi. Donc pas de calcul, mais c'est vrai que j'ai eu du pot finalement de proposer quelque chose pour lequel il n'y avait pas d'équivalent sur le moment. L'identification au personnage, c'est super important, j'en parlais déjà tout à l'heure. C'est vrai que dans la bande dessinée franco-belge classique, on a une approche un peu iconique des personnages. Des références très anciennes, mais Tintin, Spirou, Astérix, c'est des personnages qui sont un peu figés dans le temps et qui évoluent pas. Astérix, il est toujours gros, il a toujours une moustache. Tintin, il est toujours célibataire. Quoi, il n'est pas avec Haddock Je rencontre rarement des gamins qui me disent quand je serai grand, j'ai envie d'être Astérix ou j'ai envie d'être Obélix ou j'ai envie de quoi que ce soit. Mais par contre, les gamins ont tous envie d'être Son Goku, ont tous envie d'être Luffy, parce que ce sont des personnages qui évoluent dans leur apparence et qui évoluent dans leur état d'esprit. Et je pense que c'est parce que c'est des personnages qui évoluent, qui font face quelque part aux mêmes difficultés dans la vie de tous les jours qu'un collégien ou un lycéen. Hein. Ils sont amoureux d'une fille qui ne les aime pas, ils ont des gens qui les charrient un petit peu à l'école, etc. Ils vont franchir des étapes, ils vont franchir des obstacles, ils vont évoluer et devenir plus forts, plus sûrs d'eux-mêmes. C'est ce qui fait qu'on s'accroche à ces personnages-là. Mais dans le comics aussi, on a l'identification des personnages. Si on prend un Batman, si on prend pas Superman parce qu'il est trop haut,
Mais si on se prend un Il est pas trop gros, Spider-Man, Superman. Il est trop parfait, c'est il est pas trop pareil. parfait. Voilà, on peut s'identifier aussi à des personnes dans du comics. On peut. Mais c'est vrai C'est qu'une rare, hein. des raisons là aussi pour laquelle le comics en France, c'est une lecture, alors c'est des termes marketing, hein, une lecture CSP+, c'est-à-dire une lecture pour des adultes entre 25 et 40 ans qui gagnent bien leur vie. C'est parce que c'est une lecture d'initiés. C'est des super-héros. Une des raisons pour lesquelles le comics reste une lecture de niche en France, c'est que le gamin de 8 ans ou de 9 ans qui sort du cinéma et qui a vu Avengers et qui a trouvé ça super parce que c'était des super-héros qui se balançaient des immeubles à la tête et c'était rigolo, etc. Il ne retrouve pas ce pendant du film dans le comics qui est beaucoup plus sérieux, qui est beaucoup moins accessible Beaucoup pour plus le lecteur sociologique lambda, aussi, ouais. beaucoup plus sociologique. Le gamin de 8 ans, il n'a pas envie de voir des super-héros alcooliques et qui ont sombré dans la drogue, ça ne l'intéresse pas. Il n'en est pas là encore. Voilà. Oui, bah après, de toute façon, le comics, le problème du comics aussi, c'est que par rapport au film, comme tu le disais, c'est que ce sont souvent des séries entières avec beaucoup de pans, avec beaucoup de, comment ça s'appelle, de dérivés au niveau de ça. Et finalement, le film ou les films reprennent une partie de la BD qu'ils adaptent en fait. Donc ça sera une adaptation finalement d'une série entière et du coup les gens vont pas forcément retrouver là-dessus. Et c'est vrai que je vais pas le cacher. Si jamais on loupe ce qu'on appelle une issue, donc un chapitre dans tel éditeur, parce qu'en plus il y a des fois des crossovers entre certains éditeurs, etc., entre certaines séries ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on est vite perdu, donc ça demande beaucoup d'investissement parce que du coup pour avoir l'intégralité de l'aventure de Batman qui s'est allée dans le Aquaman issue numéro je sais pas combien avec comment ça s'appelle Justice League issue numéro je ne sais combien et qui a passé dans un Blackest Night de Green Lantern, il faut acheter donc l'intégralité d'Aquaman, l'intégralité des Blackest Night dans des Green Lantern de ce panel-là, plus comment ça s'appelle la partie de la Justice League. Donc c'est vrai que c'est très onéreux. Et puis ça demande un suivi qui est très fastidieux et très assidu, puisque chaque issue de chaque collection, de chaque super-héros sortent quasiment toutes les semaines pour chacun. Et du coup, on est sans cesse chez le libraire. Voilà, ceux qui ont vu The Big Bang Theory le savent, ils sont tous les semaines chez le libraire pour aller chercher les nouveautés. C'est ce que je veux dire par lecture d'initié. C'est vrai qu'aux États-Unis, le comics, en particulier de super-héros, c'est considéré vraiment comme une lecture de nerd et de spécialistes et de gens qui il vivent, faut, sinon tu es perdu. 24 heures sur 24 dans ces univers-là. Là où nous, on est sur des créneaux où la série a été dessinée par un auteur. C'est une série, c'est pas une multitude de séries. C'est beaucoup plus facile d'y rentrer, de s'y immerger, je trouve. En fait, vas-y, c'est vrai. Et encore, ça s'est pas mal amélioré en France. Hein. Justement, les parutions simultanées des différentes séries qu'il fallait lire pour comprendre justement l'intégralité de l'histoire et tout ça. Moi, je me souviens quand j'étais môme et que j'achetais les comics de l'époque, donc Strange, Special Strange, Titan, ce genre de choses. Je me souviens un jour, il y avait une histoire. C'est un peu à partir de là que j'ai commencé à lâcher les comics d'ailleurs, où c'était marqué pour comprendre de quoi parlent les personnages. Rendez-vous au Titan numéro 25. Sauf que l'apparition des Titans était tellement décalée que j'avais calculé que c'était que dans 2 ans qu'allait paraître le numéro qu'il fallait lire pour comprendre l'histoire actuelle. De ce côté-là, il y a eu un gros effort. En France, maintenant, les sorties qui sont liées entre elles ont une sortie simultanée. Même si elle est décalée par rapport aux États-Unis, elles sont au moins simultanées en France. Il y a eu un gros effort fait à ce niveau-là pour rendre l'ensemble, ce qu'on appelle le Marvelverse ou le DCverse, plus compréhensible. Mais ouais, faut avoir le budget et il faut avoir le temps à consacrer à ce genre de lecture, c'est vrai. En fait, que vous parlez de linéarité. Du coup, en fait, pour suivre un manga ou une BD, c'est mieux que ce soit linéaire. Bah oui, après ça c'est bon pour tous les types de médias et tout ça. Alors après il y a ce qu'on appelle des fois des spin-offs qui vont raconter la préquelle d'une série, tout ça. Bon, je sais de quoi je parle, j'ai ça dans ma série, mais faut quand même une certaine linéarité. Je veux dire, le but n'est pas de larguer le lecteur, quoi. Hein. On peut essayer de faire dans le sophistiqué, on peut essayer d'en le faire dans le psychologique et tout ça, et c'est bien parce que ça enrichit et ça donne un peu une maturité à la bande dessinée, aux médias qu'on lit, mais le but n'est pas de larguer le lecteur. Il faut avoir un minimum de cohérence derrière et de bon sens. Quoi. Quelque part, la force du modèle comics, c'est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on part du principe qu'un personnage n'appartient pas à un auteur, mais est une marque dont plusieurs auteurs peuvent s'emparer, à partir du moment où on part de ce principe-là, c'est
bien pour un éditeur ou pour un producteur de cinéma parce qu'on peut avoir énormément d'histoires différentes, viser plein de publics différents en termes d'âge, faire plein de spin-off de tel ou tel film avec tel ou tel super-héros qui va rendre service à un autre, etc. Mais effectivement, c'est beaucoup plus compliqué à appréhender pour un lecteur qui est en dehors de tout ça. C'est beaucoup plus difficile aussi pour le public français où on a justement une approche de la bande dessinée qui est un travail d'auteur unique qui développe un univers et qui développe des personnages. Voilà. Bon, alors on va arrêter de sabrer le comics parce que moi le comics j'aime toujours, n'est-ce Pourtant, pas? j'aime beaucoup, hein. Je parle juste de modèles et de... Non, mais c'est vrai qu'après, on pourra connaître aussi qu'il y a le lectorat qui change. Nous, on a l'habitude, finalement, comme tu disais pour Astérix et pour Tintin, etc., d'avoir des personnages que l'on aime suivre parce que ce sont des personnages, voilà. Donc, finalement, quand on est au sein d'une série, on sait quel personnage on va suivre, on s'y retrouve, on n'est pas perdu par rapport à ça. Aux États-Unis, ils sont très voraces au niveau des lectures, ce qui fait que pour eux, il y avait besoin d'avoir un renouveau à chaque fois des super-héros, d'avoir des super-héros différents parce qu'à un moment donné, il fallait celui qui soit invisible, celui qui était élastique, celui qui faisait ça, celui qui faisait ci, pour pallier à toutes les demandes de l'époque, puisque ce sont des personnages qui véhiculent des symboles, qui véhiculent pour eux là-bas des valeurs. Nous, dans nos BD, que ce soit en manga, que ce soit franco-belge, on véhicule aussi nos valeurs, mais ce sont les personnages qui les portent. C'est pas les personnages qui personnifient et qui sont en allégorie de telle ou telle valeur. Si on prend un Captain America, donc c'est patriotisme, c'est la justice. Pareil, quand on a le même pour Superman, d'ailleurs, on retrouve le même code couleur parce qu'ils ont vraiment un code couleur particulier. Genre, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont en vert sont des méchants. Donc vous croisez quelqu'un en vert, à part les Green Lanterns, sont des méchants. Voilà, point barre. Ceux qui sont en bleu et en rouge sont des couleurs éclatantes, sont des couleurs de drapeau américain, sont des super héros. Donc on est tous d'accord. Donc Crâne Voilà. Rouge est un gentil. Non, du rouge avec du bleu, pas D'accord. du rouge avec du noir. Quand Ok. on passe sur du rouge et du noir, c'est l'archétype du méchant, Dark Ok. Vador et co. Donc en fait, on a un vrai code couleur. Donc c'est marrant de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a tout un truc comme ça. Et c'est vrai que moi, quand je suis tombée dedans, je trouvais ça génial parce que c'est très codifié. Mais voilà, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on a les différents super-héros qui se croisent et justement les gens, ils ont plaisir finalement à suivre les séries et ils les suivent. Ceci dit, encore une fois, il faut vraiment de l'assiduité pour ça parce que chez eux, c'est aussi un élément marketing de fait de si on suit le super-héros, si on suit, alors moi je suis plus dans le DC Comics, donc si on suit par exemple Red Robin qui est donc le devenir de Robin troisième du nom. Si on a celui-là, il faut suivre à la fois le Batman, à la fois celui-ci, parce qu'il va dans telle ou telle série. On n'a pas une série entière qui ne parle que de Red Robin, avec éventuellement Batman qui apparaît. Donc c'est vrai que c'est aussi un enjeu commercial et ils le savent. Après, en contrepartie, les issues sont tellement peu chères qu'ils peuvent se permettre de faire ça, parce que nous ici, une BD, même si elle n'est pas très chère, ça coûte plus de 5 €. Là-bas, une issue, c'est quoi? C'est 2,99 $. En traduction française, ça fait quoi? Ça fait 2,50 €. Donc ils peuvent se permettre ça parce qu'au final, quand vous achetez plusieurs issues pour suivre le personnage, déjà d'une part, vous découvrez, ça fait de la pub et de la promo pour d'autres personnages qu'on n'avait pas forcément suivis. D'autre part, ça ne vous revient pas si cher que ça, même si ça reste un budget. Mais voilà. Donc après, nous en Europe, parce que c'est ça qui a coûté, on va dire, la popularité du comics, c'est que selon les choix de certains éditeurs, en fonction des personnages qui étaient portés, ils ont choisi par exemple la Urban Comics ou avant Panini Comics ont décidé d'éditer que du Batman, et puis on avait des trous au milieu parce que ils disaient voilà, tel personnage, nous il n'est pas très porteur, on va pas l'éditer, et ainsi de suite. Après maintenant c'est revenu un peu au goût du jour, donc maintenant ils font on appelle ça des éditions librairie, avec dans une seule dans un seul livre toutes les issues qui correspondent à l'aventure du personnage, que ça soit une sorte d'anthologie. voilà, que ce soit on va dire toute une aventure de tel personnage, qu'il aille voir Aquaman, qu'il aille voir un tel. Donc ça sera, même si l'issue finalement aux États-Unis a été vendue sous le label Aquaman, non pas sous le label par exemple Red Robin, on le mettra dans le bouquin, histoire que la personne qui achète ça, il aura le film entier de l'aventure de tel personnage. Voilà. Est-ce que ce modèle-là, on peut le voir aussi, on pourrait le revoir dans la BD, de faire des crosses, etc., entre les différents BD? Et moi, je le fais dans les mangas puisque c'est l'intégralité de mes titres, à part Ayakashi,
se passent au sein du même univers. Donc finalement, alors c'est pas un crossover, c'est juste, on va dire, un timeline qui est unique et au niveau duquel on aura par exemple Stray Dog qui se passe sur un temps B, avec Mortician qui va bientôt paraître qui se passe sur un temps A, avec Neverend qui se passe sur un temps antérieur à A. Donc on retrouve en fait les mêmes personnages, on retrouve les mêmes éléments, on va dire, porteurs de l'histoire, et par contre, vu sous des points de vue différents, vu avec des époques différentes. C'est comme lorsque vous prenez un livre d'histoire, vous pouvez faire le choix finalement de vous porter sur une seule période de l'histoire. Par contre, vous pouvez aussi faire le choix de tourner les pages du livre et d'avoir ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après et ce qui s'est passé pendant. Voilà, moi j'ai organisé toutes mes séries comme ça. Donc on va dire finalement à la mode comics, puisque j'avais l'habitude de travailler comme ça. Et je me disais que ça allait être plus intéressant, puisque pas pour forcément garder les mêmes personnages et finalement les utiliser jusqu'à la lie. Non, c'est uniquement parce que pour moi, l'univers était un seul et même univers, et avec une histoire commune. Et après, par contre, avec des personnages différents dedans. Donc oui, voilà, c'est quelque chose que tu as pu rendre possible à travers ton univers, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on verra très peu en France, parce que justement la grosse différence, elle a été citée tout à l'heure avec le comics, c'est qu'en France les personnages d'une bande dessinée appartiennent à un ou deux auteurs maximum, contrairement donc au marché américain où c'est une marque et où les auteurs n'ont pas grand-chose à dire sur l'avenir des personnages qu'ils dessinent. Ce qui fait que là, tout récemment, en comics, j'ai vu qu'il était sorti un crossover Batman et Tortue Ninja. En France, on n'aura jamais Spirou qui aide Tintin à résoudre une affaire. Hein, parce que voilà, c'est trop compliqué de gérer, à mon avis, ne serait-ce qu'en termes de droit, de négociation, quand c'est des maisons d'édition différentes. Tout le monde est super protectionniste avec ses propres personnages, avec ses propres créations. Et c'est un peu logique. Hein, on n'a pas envie qu'un personnage qu'on a créé, sur lequel on a passé plusieurs années, devienne tout et n'importe quoi en faisant rencontrer notre personnage juste parce que l'autre personnage est populaire. Donc c'est quelque chose qu'on verra très peu parce que c'est pas notre façon de concevoir les œuvres. Hein. À moins d'avoir justement un univers très riche à travers plusieurs séries qui appartiennent à la même personne et qui du coup peuvent les faire se croiser entre eux. Mais on sera plus, nous en France, dans le domaine du pastiche, de faire des clins d'œil à des séries ou des choses comme ça, encore plus si c'est de la série un peu humoristique, parodique, où on pourra glisser un petit Totoro dans un coin d'image, ou un Pokémon, tout ça, mais ça va pas aller plus loin que la référence. Faire vraiment des rencontres comme savent et comme peuvent le faire les Américains en France, wow, ça va être très très compliqué. Hein. Déjà dans le Japon, ça se fait un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Dans le Japon, comment ça se passe? Ça se fait. Alors il y a des crossovers de séries. Hein. Si je prends l'éditeur le plus représentatif de la série pour adolescents, Shueisha, il y a eu un crossover entre One Piece, qui est la série numéro 1 au Japon, et Toriko. Ça arrive, mais c'est toujours à l'instigation des auteurs. C'est un auteur qui est très fan du travail d'un autre auteur qui va l'approcher et lui dire: est-ce que ça te dirait de partager mon univers et de faire quelque chose ensemble. Du coup, c'est beaucoup moins présent quand même que ce qu'on peut voir aux États-Unis dans le comics. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour. Déjà, moi, avec le thème, ça m'a interpellé parce que je me suis reporté 12 ans en arrière, à peu près 11-12 ans, où un auteur français avait écrit un livre justement sur la guerre entre les trois. Vous voyez de qui je veux parler peut-être. Uderzo, le ciel lui tombe sur la tête. Le thème, c'était vraiment la séparation très nette et très franche entre ces trois univers. Et là, en vous écoutant 11-12 ans après, j'hésite d'après ce que vous avez dit, entre deux réactions. J'ai cru comprendre en début d'intervention, bien que finalement l'un des trois avait gagné parce que le manga était plus international que les autres. Alors, est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce qu'on en arrive plutôt à faire ce que fait monsieur avec un talent énorme quand on voyait vos images? C'est de la bande dessinée, mais on n'est plus dans la bande dessinée classique franco-belge, avec ces superbes images qui prennent tout autant du manga finalement que du comics dans leur forme, dans leur couleur, dans leur pagination. Est-ce que c'est plutôt ça l'avenir de la bande dessinée, ou alors est-ce qu'il faut se dire les comics vont devenir de plus en plus réservés à une population recentrée sur elle-même, la bande dessinée aussi, et puis le manga, comme vous sembliez le dire, est le seul à être lu sur tous les continents? Alors, il y a plusieurs choses. Le comics ne s'est pas vraiment imposé à la hauteur du manga en France.
Mais les Américains sont très friands d'auteurs français. Il y a énormément d'auteurs français de talent, les Olivier Coipel et compagnie, qui sont installés aux États-Unis, qui ont percé là-bas et qui sont devenus des auteurs du top 10 américain. Donc la relation artistique entre tous les pays existe et est très active. Maintenant, le manga a gagné. Bon, c'est pas une guerre, hein, mais c'est effectivement le format qui s'est le mieux imposé à l'échelle mondiale. Mais vraiment, les passerelles entre les différents types de bandes dessinées existent depuis longtemps. Möbius a travaillé au Japon, il a travaillé aux États-Unis, Taniguchi a travaillé en France, Takehiko Inoue a travaillé avec des Espagnols. Enfin, vraiment, les passerelles artistiques sont ouvertes et très actives. Pour répondre à la question, est-ce que c'est l'avenir de la bande dessinée? Je ne sais pas si c'est une bonne question dans le sens où je pense que justement il va y avoir de plus en plus d'influences qui viennent de droite, de gauche, de par le monde, de par la mondialisation à différents points de vue. Et c'est vrai qu'on va arriver de plus en plus vers des BD hybrides avec des influences qui viennent d'Asie, qui viennent d'Occident, qui viennent d'Orient, ce genre de choses. Donc tout ça va se mélanger. Je pense qu'à un moment donné, les gens ne se poseront même plus la question est-ce que, tiens, pourquoi il est influencé comme ci, comme ça? Parce que je pense qu'on va arriver vers des influences tellement mélangées. Alors, c'est vrai que après les plus anciens, les puristes vont sans doute percevoir que c'est une perte de l'identité franco-belge qui, pendant très longtemps, n'a pas eu des influences hors Europe de sa bande dessinée. Je ne sais pas si on peut parler d'avenir de la bande dessinée, mais pour moi, c'est quelque chose qui devait arriver à un moment donné. On s'ouvre au monde, forcément tout s'en ressent. Ça se ressent dans le cinéma également, ça se ressent dans la littérature, ça se ressent dans la bande dessinée, dans le domaine du jeu vidéo. Tout maintenant est influencé par quelqu'un d'autre. Alors ce quelqu'un d'autre peut être quelqu'un d'un autre pays. Mais je pense que c'est quelque chose qui va plutôt enrichir justement cet univers de la bande dessinée plutôt que de le voir comme peut-être une perte d'identité. Après, j'ai peut-être pas le recul qu'il faut pour analyser ça, parce que moi, justement, j'ai grandi avec ces influences-là qui venaient du manga et de l'Asie. Je me suis jamais posé la question si j'étais en train de dénaturer l'esprit de la BD franco-belge tel qu'il existait déjà depuis plusieurs décennies. Je ne le vois pas comme ça, mais je peux comprendre qu'on le pense, parce que les choses changent. Après, voilà. D'accord, ça a répondu. Eh bien, on va s'arrêter. Ah, une dernière question, toute petite dernière, parce qu'après on doit arrêter. Oui, j'avais une question parce que du coup, vous disiez que les frontières sont abolies entre comics, manga et BD dans la création artistique. Mais finalement, du coup, pour définir ce qu'est une BD, comics, manga, est-ce que c'est pas plutôt du coup les contraintes éditoriales, puisque une BD franco-belge, c'est une planche en 44 planches couleurs. Un comic américain, il y a 33 planches, c'est avec des cases, comme vous l'avez dit. Manga, c'est 200 pages. Et est-ce que finalement, c'est pas les contraintes éditoriales parce que le honnêtement, manhwa, je pense par exemple, aussi. Ouais. on le compte pour du manga, le manga français. Bah, après, ça rejoint, on va dire, la question du monsieur d'avant, dans le sens, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Je pense qu'après, finalement, comme tu l'as expliqué, ce qui va déterminer ce qui est une franco-belge, ce qui est un manga et ce qui est un comic, ça sera vraiment sur les quelques, finalement, règles qui permettent de définir le style, en sachant, voilà, la pagination, le format, couleur, pas couleur, le sens de lecture, bon, n'importe peu, puisque moi je fais de droite à gauche comme de gauche à droite, donc on s'en fiche. Et finalement, comment ça s'appelle, l'ancrage aussi à l'intérieur, enfin tous ces petits détails qui font que l'organisation aussi de la mise en page, les cases rectangulaires, les éclatées, ou quoi que ce soit, comme j'ai cité au tout départ. Donc après, les sujets au niveau de la BD sont tellement vastes. C'est comme, moi je m'emporte souvent à tout ce qui est l'univers cinématographique, à partir du moment où vous avez un sujet. Après, ce qui va déterminer ou ce qui va faire, comment dirais-je, l'unicité et l'originalité du film, ça sera son réalisateur, ça sera ses acteurs et le sujet qui est porté. Après, ça sera soit du court-métrage si ça fait tant de temps, soit ça sera un long-métrage, ça sera porté sur tant de pellicules, mais ça reste du cinéma. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que la BD reste de la BD. Après, on peut travailler en BD, en manga, on peut travailler en comics ou quoi que ce soit. L'important, c'est pas tout ça finalement. L'important, c'est est-ce que votre sujet plaît ?
Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça plaît aux lecteurs? Est-ce que vos personnages sont charismatiques? Est-ce qu'ils le sont assez pour porter votre histoire? Et au final, après le reste, est-ce qu'on s'en fiche pas un peu? Ça se lit. Moi, quand je vois des gens qui prennent de la franco-belge, je vais pas leur cracher dessus parce qu'ils prennent plus de la franco-belge du manga, je suis content. Je vais dire, ouais, qu'est-ce que vous lisez? Ça a l'air sympa. Vous pouvez me décrire un petit peu est-ce que ça pourrait m'intéresser? C'est pas parce que j'ai travaillé dans le comics que je suis pro-comics, c'est parce que je vais ne lire que ça. C'est pas parce que je travaille dans le manga que je ne lis que du manga. Moi, je lis tout. Et à partir du moment où le sujet m'intéresse, quel que soit le média finalement sur lequel c'est posé, je m'en fiche. Après, la seule chose qui va déterminer et qui va peut-être influencer mon mode de lecture, ce sera effectivement le format. Je ne vais pas lire une franco-belge comme je lis un manga parce que je ne vais pas l'emporter au même endroit. Je ne vais pas lire un comics finalement comme un manga parce que le comics c'est pareil, très statique, très contemplatif. Donc ça va me prendre plus de temps de lire un Batman que de lire effectivement un Bleach. Donc pour moi, c'est plus ça qui finalement reste à garder plutôt que sans arrêt se dire oui, le comics c'est ça, la franco-belge c'est ça, on s'entend pas ensemble et parce qu'on est en compétition et parce que l'un tel va gagner le marché ou un tel. Après, la BD c'est toujours lu, ça se lira toujours. Les contraintes culturelles sont quand même réelles. Pour le Japon, par exemple, une des raisons pour lesquelles la bande dessinée franco-belge et le comics ont échoué, mais vraiment de manière très importante au Japon, malgré des essais répétés et répétés, c'est que c'est un pays du noir et blanc. On ne conçoit la BD dans sa grande majorité qu'en noir et blanc et dans un format particulier pour qu'il s'insère dans des magazines de prépublication qui font 400, 500, 600 pages et qui sont publiés presque intégralement en noir et blanc. Et quand les éditeurs de bande dessinée franco-belge sont allés voir les éditeurs japonais dans un premier temps pour essayer de leur fourguer leur cam, entre guillemets, la première réaction des Japonais, ça a été « est-ce qu'on peut le mettre à l'envers? Est-ce qu'on peut le mettre en noir et blanc ?» Et évidemment, les auteurs n'étaient pas d'accord, les éditeurs n'étaient pas d'accord, et ça s'est arrêté là. Donc c'est vrai que les contraintes culturelles, la spécificité culturelle peuvent aussi de facto éliminer un certain type de bande dessinée dans un pays. Voilà. Ça je pense, le fait qu'ils ne sont pas forcément très curieux, sauf si ça a un peu changé récemment, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très curieux de ce qui se fait à l'extérieur. Donc, on a dit que si, donc, tout à l'heure. Bon, je pense qu'on en verrait un peu plus de la bande dessinée étrangère au Japon. Je pense qu'on en verrait plus s'ils étaient un peu plus curieux aussi. Alors, moi, ce que je vois en tant qu'éditeur, quand je vais voir des lecteurs ou des libraires ou des bibliothécaires au Japon, etc., c'est que ils sont très curieux, ils ont été énormément influencés pour certains artistes par des grands dessinateurs français. Ils aimeraient en lire beaucoup plus s'ils avaient l'opportunité de le faire, mais de la manière dont c'est importé actuellement, c'est-à-dire objet de luxe vendu à 60 ou 70 € dans certaines librairies select de Tokyo, c'est impossible pour le kidam de base de s'y intéresser plus que ça. C'est vraiment la question du format est très importante. Est-ce qu'on peut encore prendre une dernière question? Est-ce que vous avez une question? Oui? Merci. Bonjour. Alors, ça va peut-être compléter un petit peu, mais du coup, quand on voit les légendaires qui paraissent en tout petit format, en format poche. Ça, c'est des romans. Mais du coup, on est où? On est dans l'adaptation? On reste dans la BD parce que c'est les légendaires et que traditionnellement, si on parle bien de la même chose, en fait, c'est l'adaptation en roman des bandes dessinées déjà parues des légendaires. Donc on n'est plus du tout dans la bande dessinée. Non, on sort complètement. C'est de la novélisation, tout simplement. Ce qui n'exclut pas que je pense, dans les 2-3 années à venir, à sortir une nouvelle série dérivée des légendaires, mais justement plus destinée à un public amateur du format manga. Donc dans les 2-3 années qui viennent, en effet, je prévois de sortir une série des légendaires format noir et blanc, format manga, justement pour attirer un public qui ne lit pas forcément les légendaires, parce que malgré le graphisme manga des légendaires, j'ai remarqué que les lecteurs des légendaires, ce n'étaient pas des lecteurs de manga, malgré le graphisme similaire. Donc comme j'ai envie d'intéresser aux légendaires ce lectorat de manga, voilà, je pense sortir prochainement, si je trouve la bonne personne, je fais un appel à des dessinateurs, voilà, de sortir une version manga, je dirais, des légendaires. La morale de l'histoire, c'est que... vous parlez, ce sont des novélisations en roman, voilà. La morale de l'histoire, c'est que si vous êtes un auteur français et que vous voulez faire du manga, vous passez d'abord par la BD, vous vendez quelques millions d'exemplaires et après on vous autorisera à faire du manga. Eh bien, on termine sur cette belle parole. Vous pouvez retrouver cette conférence sur Facebook.
puisqu'on l'a enregistrée en live et elle sera aussi sur YouTube à partir de demain, je pense, quand j'aurai fini de la monter. Merci encore. Et ah oui, alors, ouais, vous pouvez applaudir, vous pouvez applaudir. Juste pour dire, Vanra sera en dédicace demain de 11h à 13h sur le stand Glénat et de 18h à 20h. Et Sobral sera en dédicace à 15h sur